Au Portugal, le football, c'est comme une religion. Tout le monde aime vraiment ça et on l'a vu quand on marquait un but. On marque le cinquième but, je crois, à la dernière minute, tout le monde est allé courir, célébrer. Tout ça, c'est une autre dimension. Sincèrement, c'était exceptionnel, vraiment. J'étais trop content. C'était vraiment un rêve de gosse, quoi. Puis j'arrive à l'entraînement et l'entraîneur des U19, du coup, Frédéric Barry-Laro, il me dit, ouais, bah, t'es pas au courant, qu'est-ce que tu fais là? Je fais, bah non, qu'est-ce qui se passe et tout. Il me fait, mais t'es avec les professionnels et tout ça. Thierry Henry t'a appelé, il y a besoin de joueurs et tout ça pour dans 2 jours avec les pros. Du coup, j'étais comme un fou, j'y croyais pas. Pour moi, c'était le Joao Félix. Pour moi, c'était le meilleur. C'était exceptionnel. Il était trop fort. Il me faisait beaucoup penser à Kaka dans le style. Tu le vois comme ça avec les cheveux longs, bruns, un peu maigre. Tu te dis, mais c'est qui ce joueur? Et quand il accélère, il trouve des passes, des dribbles, tout est facile. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Vous avez été nombreux à réagir à la première interview et franchement, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup pour votre soutien. Continuez à bousiller la barre de like. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, ça fait énormément de bien à la chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve donc avec un deuxième invité. J'ai le plaisir d'accueillir un joueur portugais de 23 ans qui évolue actuellement à Sedan après avoir fait toute sa formation à l'AS Monaco et après avoir également connu les sélections jeunes au Portugal. Bienvenue à toi, Milcar Silva. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Merci de l'invitation et tout va bien. Ça va. On va commencer par une question très simple. Quel joueur portugais qui t'inspire le plus et pourquoi? Quel joueur portugais qui m'inspire le plus? Franchement, honnêtement, tout simplement Cristiano Ronaldo pour l'homme qu'il est, l'envie qu'il montre et qu'il a montré pendant toutes ces années. Voilà, même s'il est un peu sur la fin en Arabie Saoudite, ça reste quand même une machine de guerre. Comportement, attitude, professionnalisme et surtout le joueur aussi. Pendant 15-20 ans, il a été au sommet. Donc voilà, Cristiano Ronaldo pour tout ce qu'il nous a montré et tout ce qu'il nous montrera encore le plus longtemps, j'espère. Très bien, très bien. Bon, réponse classique, mais bon, t'as bien su le développer et du coup, ça paraît cohérent. J'imagine que c'est quand même une référence pour tous les sportifs de haut niveau. Je pense qu'il dépasse même le foot. Tu sais, il y a cette valeur de travail, cette valeur de persévérance qui est propre à tous les sportifs de haut niveau et que tu dois retrouver aussi dans ton quotidien. Ouais, franchement, c'est un acharné du travail. On dirait il est jamais rassasié. Du coup, c'est évident que c'est un exemple pour tout footballeur. C'est une certitude. On doit tous prendre exemple de lui. Donc pour revenir plus sur ton parcours à toi, donc là tu joues actuellement à Sedan, mais tu as été formé à l'AS Monaco, c'est un club où tu as passé énormément de temps, tu es arrivé à l'âge de 5 ans, et justement je me posais la question par rapport à ça, comment on arrive dans un tel club à l'âge de 5 ans? Est-ce que tu avais déjà des qualités un peu au-dessus de la moyenne à cet âge-là? Comment ça s'est passé, ton arrivée à l'AS Monaco? Non, non, pas du tout. Tout simplement, c'est que en fait, mes parents ils sont venus s'installer à Villefranche-sur-Mer, donc c'est un petit village au sud-est de la France, entre Nice et Monaco. Et au début, mes parents ils m'ont mis au taekwondo. Enfin, mon père m'a mis au taekwondo, mais on va dire que je prenais trop de raclés au taekwondo. Du coup, j'ai vite arrêté. Et ensuite, bah, ma mère et mon père ils ont décidé de me mettre au foot. Et c'est soit ils me mettaient à l'OGC Nice, soit à l'AS Monaco. Et du coup, j'ai essayé l'AS Monaco et je m'amusais bien parce que à cet âge-là, c'est plutôt de l'amusement, de la garderie. Et du coup, j'avais 2 ou 3 amis avec qui je m'entendais bien. Et voilà, après, j'ai continué à l'AS Monaco. Et je pense que j'ai commencé vraiment à bien jouer au football à partir de 12-13 ans. Avant, c'est un peu de l'amusement, quoi. C'est à quel moment où vraiment tu prends la chose au sérieux et que tu te dis bah peut-être que mon avenir il est dans le football et c'est de ça que j'ai envie de faire mon métier. Bah, je pense que le déclic, il s'est fait quand, bah, justement, à cette époque-là, quand j'avais 12-13 ans, parce qu'en fait, à ce moment-là, le district de football et aussi les ligues de football mettent en place des détections pour faire partie du pôle espoir. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. C'est comme à Clairefontaine, sauf qu'il Ouais. y en a partout dans la France. Et du coup, moi, j'ai intégré le pôle espoir de Aix-en-Provence. Et en fait, bah, au début D'accord. de saison, ils font des espèces de détections. Et en fait, plus le temps il passe et plus ils éliminent beaucoup de joueurs. Et du coup, bah, j'y allais à une, après à l'autre. Et je crois il y a 9 ou 10 tours pour rentrer au Pôle Espoir la journée finale. Et à 2-3 détections, je me dis, putain, mais je suis quand même allé loin. Est-ce que je vais pouvoir accéder et tout ça alors que je savais pas du tout ça consistait à quoi. Puis au final, j'ai été pris. J'ai fini dans les 18 meilleurs joueurs de la région. Et mon père, il m'a dit, OK, là, le football, il va accélérer. Donc, va falloir être très attentif à nos décisions et tout ça. Donc voilà, je pense que c'est vraiment à 12-13 ans où quand je suis arrivé au Pôle Espoir, je me suis dit, ok, là, il peut se passer quelque chose, quoi.
Et donc la période Pôle Espoir, elle a duré combien de temps? Ça, en fait, ça, dans ton parcours à l'AS Monaco, du coup, il y a eu une période Pôle Espoir où tu étais vraiment avec d'autres joueurs de Ouais, la région ouais, c'est qui exactement ça. et t'étais pas à l'AS Monaco durant cette période, quoi. En fait, justement, tu fais les détections quand tu vas passer en U15, et en fait, tes D'accord. 2 années de U15, donc U14, U15. Donc moi, j'étais au Pôle Espoir de Aix-en-Provence, c'est-à-dire que je m'entraînais du lundi au vendredi avec eux, avec le Pôle Espoir. Le vendredi, je rentrais chez moi le week-end à Nice, enfin à Villefranche-sur-Mer, et ensuite je jouais avec l'AS Monaco, club que j'ai jamais quitté. Et après le lundi, bah, je retournais la semaine m'entraîner avec eux. Donc en fait, je jouais avec l'AS Monaco que le week-end pour les matchs. Sinon, j'étais tout le temps avec la section de foot dont je te parlais, du coup, le Pôle Espoir à Aix-en-Provence. Très bien, très bien. Donc pour recentrer un petit peu sur ton parcours à Monaco, Monaco a aussi la particularité d'être un club historiquement très bon club formateur. Donc je pense à Emmanuel Petit, Lilian Thuram, Thierry Henry pour ne citer que. Est-ce que ce sont des choses auxquelles tu penses toi quand au moment où t'es dans l'académie de Monaco, est-ce que tu te dis qu'il y a un savoir-faire et que bah, potentiellement c'est un club qui va te porter vers le plus haut niveau et vers tes objectifs? Alors, faut savoir que bah, déjà, donc moi, avec Monaco, j'ai tout connu, j'ai tout connu. Et du coup, je me rappelle, si je dis pas de bêtises, qu'en 2010-2011, le club descend en Ligue 2. Du coup, bah, avec mes parents, on s'est posé la question si je devais pas aller à l'OGC Nice à ce moment-là. Puis au final, non, je suis resté à Monaco. En jeune, ça se passait très bien. Et j'avais beaucoup d'amis là-bas. Et puis ensuite, bah, à l'année où je rentre au centre de formation, le club est champion de Ligue 2. Et le club passe en Nike avec l'investisseur russe qui arrive. Il y avait des moyens exceptionnels et tout ça. Donc du coup, c'est vrai que quand je suis arrivé au centre de formation et j'ai vu tous les gens qui sont autour de nous, le pactage, enfin vraiment tout est carré pour les jeunes pour qu'ils soient au plus haut niveau possible de leur performance sur le terrain. C'est vrai que quand tu arrives dans un cadre de vie comme ça, dans des installations comme ça, tu te dis ouais, franchement, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire quoi. Ouais, et puis il y a aussi tes coéquipiers, les joueurs avec qui tu jouais. J'imagine qu'il y a eu des gros noms de joueurs avec qui tu as joué. Je pense à Kefren Turam qui est récemment devenu international français. Il y en a un autre qui est récemment devenu capitaine de l'équipe de France. Tu me vois venir, Kylian Mbappé. T'as pu jouer avec lui et toi qui l'as côtoyé en étant plus jeune, je voulais savoir, est-ce que t'es surpris de son évolution? Non, sincèrement, je suis pas surpris du tout parce que alors moi j'ai joué franchement une quinzaine de matchs avec lui maximum. Après, il est vite monté en 19 nationaux, mais il était déjà monstrueux. Et alors bien sûr que physiquement, il s'est musclé. À la télé, on dirait qu'il est beaucoup plus fort, beaucoup plus rapide que tout le monde et tout ça. Mais nous, déjà à mon âge, il était exactement le même joueur, les mêmes feintes, les mêmes courses, les mêmes appels. Je vais juste te dire qu'il est peut-être devenu plus tranchant devant la cage. C'est devenu vraiment un tueur à gage, mais sinon, pour moi, c'est le même joueur. Et non, je suis pas étonné. Il était déjà sûr de lui à son âge. Il savait où il allait arriver et tout ça. Donc non, franchement, respect à lui. C'est vraiment un top joueur. Ouais, il y avait déjà ce côté mentalité de mec déterminé qui, qui était taillé pour le très haut niveau, quoi. Ouais, ouais, franchement, ouais, il était. Alors, plein de gens pensaient qu'il était arrogant, mais moi, je voyais pas ça comme de l'arrogance. Justement, je voyais ça comme de l'assurance. Il était vraiment sûr de lui. Et Et voilà, on est obligé de s'inspirer de joueurs comme ça, surtout que le week-end, bah, dès qu'on était un peu dans le pétrin, c'est lui qui prenait la balle, il driblait deux trois joueurs, il accélérait, il marquait, donc il nous sortait dans beaucoup de galères. Donc voilà, non franchement, je suis pas étonné, je suis même un peu rassuré parce que voilà, il avait une assurance vraiment énorme et voilà, au final, il a réussi, il est là où il était, enfin où il voulait toujours être. Et non, je suis très content pour lui. Après, c'était aussi un peu un honneur d'avoir joué avec un joueur comme ça, donc voilà, je suis fier. D'accord. Et je me posais la question, est-ce que quand lui, il sort du centre de formation pour intégrer l'équipe première, est-ce que son éclosion qui a été express, qui a été incroyable avec des titularisations en Ligue des Champions quelques mois après ses débuts, est-ce que ça a changé le regard que le club il avait sur son centre de formation? Est-ce que tu as senti que ça avait potentiellement ouvert la porte au centre de formation, aux jeunes du centre de formation? Non, non, je pense que après Kylian, ça reste vraiment Kylian. C'était un joueur vraiment hors norme à part. Donc on peut pas juger que par Kylian.
Mais après, généralement, Monaco sort quand même quelques pépites chaque année. Donc voilà, non, on savait que c'était une grosse structure avec maintenant des moyens importants, des stars qui étaient arrivés. Il y avait Falcao, James Rodriguez, Moutinho. C'était vraiment les joueurs qui venaient d'arriver à ce moment-là. Mais on savait aussi qu'il y avait, bien sûr, pas tous les jeunes allaient percer. Ça, on le savait très bien. Mais toujours un, deux, voire trois jeunes par génération qui peuvent aller titiller les pros. Donc voilà, on va dire que on savait qu'avec Kylian ça allait aider, mais on savait aussi qu'il y avait quand même des possibilités dès le départ. Et justement, pour revenir sur ces possibilités, si je te parle du 28 novembre 2018, à quoi tu penses? Ouais, ça je pense que c'est quand j'ai fait mon groupe en Ligue des Champions à l'Atlético de Madrid. Ouais, exactement, exactement. Donc Thierry Henry entraîneur, Ouais. Ligue des Champions, déplacement à l'Atlético Madrid, Wanda Metropolitano. Ouais. Comment déjà t'apprends la nouvelle que tu vas figurer dans le groupe de l'équipe première de Monaco? Donc pour résumer, c'est ton premier groupe pro. Ouais. Et du coup, bah, Thierry Henry t'a amené avec l'équipe première pour participer à ce match-là, pour prendre part à ce match-là. Comment toi, tu déjà t'apprends la nouvelle et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Alors, si je me rappelle bien, donc le contexte, il était vraiment particulier parce que bah, du coup, moi, j'étais en Youth League. À cette époque-là, je faisais partie des 3 U20 que le club avait appelé pour jouer. Et en Youth League, on allait jouer l'Atlético de Madrid qui nous avait battu à l'aller. Et on était égalité ex aequo les deux équipes, Monaco et l'Atlético. Et donc, si on gagnait, on passait la première place, on passait à la première place du groupe. Et je me rappelle, je suis sur le chemin dans la voiture et du coup, je dis à mon père, ouais, j'espère que je vais faire une bonne semaine d'entraînement, comme ça on va gagner l'Atlético, il y aura du monde qui va regarder et tout ça. Puis j'arrive à l'entraînement et l'entraîneur des U19, du coup, Frédéric Barillaro, il me dit, ouais, bah t'es pas au courant, qu'est-ce que tu fais là? Je fais, bah non, qu'est-ce qui se passe et tout. Il me fait, mais t'es avec les professionnels et tout ça, Thierry Henry t'a appelé, il y a besoin de joueurs et tout ça pour dans 2 jours avec les pros. Du coup, j'étais comme un fou, j'y croyais pas. Mais du coup, après, faut vite switcher. J'ai pris ma voiture, je suis allé au centre d'entraînement où les pros ils s'entraînaient. Puis voilà, ensuite, on a fait 2 séances d'entraînement, si je dis pas de bêtises. Ça s'est très bien passé. Et voilà, bon, après, Thierry Henry a fait son choix de pas me faire jouer. C'est comme ça, je le respecte. Mais juste le fait d'être dans le groupe, de voir la préparation, l'atmosphère, les gens et tout ça, franchement, c'était une expérience quand même vraiment unique. Et avant ça, tu t'entraînais même pas avec les pros du coup? Non, non, non. C'était vraiment un Enfin, début découverte. j'avais fait quelques entraînements avec Léo Jardim, mais rien de, c'était juste pour compléter ou voilà. Mais c'était vraiment ma première séance d'entraînement c'était ma première intégration avec le groupe pro, ouais, en 2018. D'accord. Et là-bas, du coup, la sensation, j'imagine que c'est totalement différent. Les rapports que les joueurs ils ont entre eux, enfin la pression, dans le vestiaire, l'atmosphère du vestiaire, c'est pas du tout la même que ce que tu as connu par le passé, j'imagine. Ouais, ouais, bah, en fait, c'est vraiment le terme, hein, c'est des professionnels, ils gèrent de façon totalement, franchement, c'est incroyable la pression, les médias, enfin vraiment tout, 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 c'est vraiment, le mot parfait, c'est des professionnels dans leur travail. Voilà, c'est là où tu vois la différence entre les jeunes et les professionnels. Et voilà, bon, ce soir-là, on avait perdu 2-0, mais bon, c'était un contexte particulier, il y avait beaucoup d'absents, beaucoup de blessés, beaucoup de jeunes aussi sur le terrain, donc voilà, mais c'était vraiment une expérience unique quand même. Super. Et à ce moment-là, tu avais quand même quelques références. Donc, quelques mois avant ça, tu avais fait tes grands débuts avec l'équipe nationale portugaise, donc la sélection U19. Tu avais été Ouais, convoqué avec l'U19. Et je ouais. voulais savoir comment se sont passés un peu les premiers contacts avec la sélection, comment ils t'ont repéré et comment tu t'es retrouvé à jouer en U19, en sélection portugaise. Alors en fait déjà, ouais, en fait déjà ce qui s'est passé, c'est que bah moi déjà au tout début j'étais international français en U17 et du coup du jour au lendemain, bah, le coach des U17 Bernard Diomède a décidé de plus m'appeler sans aucune raison particulière puisque franchement en championnat avec Monaco j'étais très performant, j'étais surclassé en 19 et tout ça. Donc voilà, après voilà pendant une bonne année j'ai oublié l'équipe de France, hein, clairement je pensais qu'au club et signer professionnel et voilà c'était mon seul objectif. Et puis, il y a une année où on va en Youth League, on va à Porto en Youth League avec du coup l'équipe de Monaco, les U19. Et mon père, pour rigoler, il me dit ouais, si tu fais un gros match, tu seras appelé en sélection. On sait jamais, il y a peut-être des gens qui viendront te voir et tout ça. Mais connaissant mon père, je savais très bien que c'était pour rigoler. Mais bon, j'ai pas pensé à ça. En plus, Porto, honnêtement, en jeune, c'était une grosse équipe. Il y avait des références aujourd'hui qui étaient en face. En plus, à l'aller, on avait gagné, mais c'était un miracle. On avait pris le bouillon. Donc, et on avait en plus des blessés et des absents. Du coup, moi, j'ai commencé défenseur central à ce match-là.
Et j'avais fait un gros match. Sincèrement, j'avais fait une très bonne prestation. Après, j'étais passé latéral gauche pour les 30 dernières minutes et j'avais du coup Diogo Dalot en 1 pour 1. Et franchement, je l'ai mis dans ma poche. J'avais fait un match de fou. Enfin voilà, et à la fin du match, mon père il était très content. Et d'habitude, comme c'était à l'extérieur, mon père il venait me voir, on parlait avant de prendre le bus et tout ça. Et là, je vois qu'il est pas là. Et c'était bizarre parce qu'il avait fait le déplacement exprès et tout, comme on est portugais, je trouvais ça normal qu'il vienne et tout ça. Et il me dit, écoute, je suis avec des gens, je peux pas être là, mais on se voit demain parce que le lendemain, je rentrais à la maison et tout ça. Et puis le lendemain, le jeudi, vers 14-15 heures, je vois une liste. Mon père, il m'envoie une liste et je suis dans une liste de sélection. C'était, si je dis pas de bêtises, c'était un stage. Il n'y avait pas de match, il n'y avait pas d'affrontement contre d'autres nations. C'était juste un stage d'une semaine avant les vacances de Noël. Et j'étais dedans. Et moi qui connaissais bien le football, surtout le Portugal, je connaissais et je voyais des noms de fous. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je voyais des João Félix, des Florentino Luis, des Jetson Fernandez, Rafael Leao, enfin la totale quoi. Du coup, j'étais très content. Malheureusement, j'ai pas pu y aller parce qu'il y a eu des intempéries de fou à Nice. Du coup, j'ai pas pu prendre l'avion. Alexandre, c'était le DTN, un peu celui qui s'occupait de tous les voyages et tout ça en sélection. Il cherchait des solutions énormes pour que je vienne. Il voulait que je prenne l'avion à Milan et tout ça. Et mon père, il a dit non, c'est pas grave. Le coach, il l'appellera la prochaine fois s'il a besoin de lui et tout. Le coach qui était Elio Souza. Et du coup, moi, je me suis dit, ils vont pas m'appeler, c'est mort. Enfin, ils m'appelleront pas pour des matchs si j'ai pas été pris si j'ai pas pu me rendre au stage. Puis, franchement, un mois et demi après, mi-janvier, je suis appelé. On joue une double confrontation contre la Turquie. Et j'y suis allé et voilà, et là c'était un rêve d'enfance, c'était exceptionnel, vraiment c'était magnifique. Mais ouais, mais en plus, c'est pas anodin. C'est une sélection qui est hyper dure à atteindre parce que tu as la particularité d'être né en 1999 et tu fais partie de cette fameuse génération. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui suivent pas forcément le foot portugais de très près, la génération 1999 au Portugal, c'est considéré comme l'une des plus talentueuses en termes de talent individuel de l'histoire du pays, en fait. Donc, comme t'en as parlé, il y a Rafael Leao, João Félix, Trincao, Jota du Celtic, Diogo Dalot, Diogo Costa aussi dans les buts. C'est une génération qui est extraordinaire en termes de talent individuel. Et pour figurer dans cette sélection, faut quand même se lever tôt. Donc, déjà, félicitations. Et je voulais savoir aussi, je voulais te poser la question, est-ce que, vu de l'extérieur, on trouve cette génération exceptionnelle et on a l'impression que chaque joueur peut potentiellement jouer dans un gros club à l'avenir. Et est-ce que toi, de l'intérieur, tu as ressenti ça aussi? Est-ce que c'était si impressionnant que ça, le talent individuel qu'il y avait dans cette génération? Ouais, sincèrement, quand je suis arrivé, déjà en fait, moi pour raconter rapidement l'histoire, en fait c'est que moi je suis arrivé en retard je suis arrivé en retard au rassemblement parce que j'avais joué un match de Gambardella le dimanche. Et en fait, le lendemain, j'avais pris l'avion et tout ça. Et le premier match de la sélection contre la Turquie, c'était le lundi soir. Et du coup, j'étais arrivé à 20 minutes de match. Du coup, je me suis changé et tout ça. Et j'ai vu Joao Félix avec le ballon. Et je me suis dit, mais c'est soit il est plus grand que nous, ou soit c'est un crack, mais un crack. Il avait fait un enchaînement, il avait obtenu un pénalty et tout, c'était abusé. Et puis même à l'entraînement le lendemain, du coup, 4 jours après, on avait le deuxième match. Mais du coup, je me suis entraîné 3-4 fois dans la semaine. Mais c'était tous des top joueurs, j'avais jamais vu ça. En plus, moi, je venais à peine d'intégrer le groupe CFA de Monaco, mais c'était des phénomènes tous. Le goal, le garde, enfin, les latéraux à droite, il y avait Diogo Dalot et Thierry Correa. À gauche, il y avait moi et Ruben Vinagre. Partout, il y avait des phénomènes de partout. Et franchement, quand on faisait des petits jeux ou des petites oppositions à l'entraînement, c'était beaucoup plus dur que quand on jouait les équipes adverses. Donc voilà, après, franchement, à part apprendre, ouvrir les yeux, les oreilles, tout écouter, t'as rien d'autre à faire, tu joues, y a même pas besoin de parler, il y a que les pieds qui parlent, ça joue tellement bien, franchement, c'était le vrai football, c'était vraiment plaisant à voir. Et du coup, parmi toutes ces individualités, est-ce qu'il y en a une qui sort quand même du lot? Tu as parlé de Joao Félix, c'est peut-être Ouais. celui que tu retiens le plus? Aujourd'hui, franchement, avec la hype qu'il y a sur Rafael Leao, tout le monde penserait que, voilà, mais franchement, moi, quand j'ai fait quoi, 5-6 sélections, j'ai fait une en 19 et 4-5 en U20. Pour moi, c'était le Joao Félix, pour moi, c'était le meilleur. C'était exceptionnel. Il était trop fort. Il me faisait beaucoup penser à Kaka dans le style. Tu le vois comme ça avec les cheveux longs, bruns, un peu maigre. Tu te dis, mais c'est qui ce joueur? Et quand il accélère, il trouve des passes, les dribbles, tout est facile.
Donc franchement, je dirais en sélection, je dirais il y a eu tellement de top joueurs, hein. Mais si je dois en garder qu'un, ça doit être Joao Félix, ouais. D'accord, d'accord. Et il y a une autre particularité avec la génération 99, justement, c'est qu'ils sont tellement forts, comme on le dit depuis tout à l'heure, que en fait, ce sont des joueurs qui se connaissent beaucoup depuis quasiment toujours. Et parce qu'en fait, ils ont constamment été sélectionnés dans les catégories jeunes au Portugal. Je prends l'exemple de Rafael Leao. Avant de faire ses débuts en équipe première du Portugal en 2021, il avait déjà 60 sélections avec les jeunes. Donc, il y a beaucoup de joueurs comme ça qui ont enchaîné les sélections et du coup qui ont formé un vrai groupe. Et d'ailleurs, à la dernière Coupe du Monde, il y a Joao Félix qui disait qu'il avait joué ses premiers matchs avec Diogo Dalot quand ils avaient 9 ans. Donc, euh, donc il y a vraiment une connexion qui s'est créée au sein de cette génération-là. Est-ce que pour toi qui venais de l'extérieur, donc qui venait de Monaco, est-ce que ça a été difficile de t'intégrer à ce groupe-là qui était déjà formé au moment où tu arrives? Bah déjà pour être honnête, déjà quand j'arrive, je parle pas un mot de portugais, mais vraiment pas un. Enfin les classiques bien sûr, mais sinon impossible de faire une phrase. Je comprenais rien quand il parlait et tout ça. Du coup, je me suis dit ça va être très dur de s'imposer dans une équipe qui est champion d'Europe U17. Ils allaient être champion d'Europe U19 deux trois mois après. Enfin bref. Et je me suis dit la seule façon pour que je sois intégré, c'est que je sois à leur niveau, c'est-à-dire être un top joueur. Et du coup, ma première sélection, j'ai montré un très beau visage. J'avais obtenu un penalty, j'avais fait une passe décisive. On avait gagné 5-0, je crois, contre la Turquie et j'avais été monstrueux. Et du coup, après, j'ai été rappelé et après, je me suis intégré. Et après, c'est des très bonnes personnes, ils sont très gentils. La différence avec la France, parce que j'ai connu les deux sélections, c'est que la France, c'est très dans le paraître. Et il y a beaucoup de joueurs qui font beaucoup les stars, alors que voilà, au Portugal, c'est des joueurs qui sont encore plus forts qu'eux et ils disent rien. Ils sont là que pour le football. Et c'est une façon différente de voir les choses. Mais je me suis senti en tout cas plus à l'aise en sélection portugaise alors que je parlais pas un mot. Donc pour vous dire comme quoi, pour te dire comme quoi, c'est vraiment des bonnes personnes quoi. Donc voilà, je me suis très bien intégré. D'accord. Donc malgré le fait que t'as débarqué d'un autre pays sans parler la langue, les mecs t'ont reçu comme un des leurs, quoi, comme qui t'ont intégré à la famille qui était déjà construite depuis plusieurs années. Du coup, c'est incroyable. Ouais, non franchement ils ont été vraiment top avec moi, sincèrement. Et pour revenir sur ce match de la Turquie, c'est pas le seul que tu as joué avec le Portugal, mais je voulais revenir parce que c'est quand même le premier. Qu'est-ce que tu ressens au moment où tu portes le maillot portugais, l'hymne national, tout ça? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Bah franchement c'est en fait maintenant quand je m'en rends compte et je pense que j'avais pas assez profité de ces moments-là, même si j'en suis sûr à 100% que je vais les revivre d'ici 2 3 ans, mais en fait sur le moment ça va tellement vite que tu te rends pas compte des choses, mais quand tu es avec la veste et tout le monde se tient et tout le monde crie l'hymne et tu vois ton père qui pleure dans les tribunes et tout ça, c'est des moments vraiment magiques. Donc voilà, mais après j'étais tellement concentré, je voulais tellement bien faire que j'ai vraiment pas du tout pensé à ça. Et c'est vraiment après le match où, enfin, il y a tellement un engouement. Il y avait, ouais, c'était à Ciudad de Football le match et il faisait super chaud alors qu'on était en janvier. Mais il y avait tellement de monde partout, des recruteurs, des agents, enfin tous les sponsors il y avait tout le monde. Il y avait un engouement et je me suis dit c'est vraiment exceptionnel. Enfin, au Portugal, le football c'est comme une religion. Tout le monde aime vraiment ça et on l'a vu quand on marquait un but. On marque le cinquième but, je crois, à la dernière minute, tout le monde est allé courir, célébrer, tout ça, c'est une autre dimension, sincèrement, c'était exceptionnel, vraiment, j'étais trop content, c'était vraiment un rêve de gosse, quoi. Ah bah super, super. Du coup, bah je ferme un peu la page sélection, même si je sens que ça te faisait du bien de te Ouais, remémorer ces moments. Je sens que tu passes un bon moment là. Donc je recentre un petit peu sur ta carrière en club. ouais, Donc du coup, cet été, tu as connu un gros tournant quand même dans ta carrière avec ouais, ton départ de Monaco après une quinzaine d'années passées, même un petit peu plus, un peu ouais, plus de plus. 15 ans passés dans ce club-là. Et t'as finalement jamais porté les couleurs de l'équipe première. Est-ce que pour toi, ça reste un regret quand même? Ouais, c'est un énorme regret, et je sais que c'est pas de ma faute. Voilà, j'étais vraiment très fort en jeune, j'ai été capitaine dans toutes les catégories,
je suis le seul joueur de l'AS Monaco à avoir fait de l'école de foot à atteindre le monde professionnel, à signer pro. Je suis le seul joueur. Voilà, j'ai tous les gens qui vous demanderont, ouais, Amilcar Silva, c'était comment il était, tout ça. Tout le monde a toujours dit que j'étais irréprochable et tout ça. Puis, sans aucune raison, j'ai jamais eu ma chance. Je pourrais même pas expliquer pourquoi. Mais bon, c'est comme ça. Je suis conscient de mes qualités. Je sais que je peux faire quelque chose de grand dans le football. Donc voilà, de toute façon, il fallait que je prenne une décision. J'ai demandé plusieurs fois au club de me prêter, j'ai demandé plusieurs fois au club de me libérer. Ils n'ont jamais voulu, ils demandaient toujours des pourcentages à la revente énormes, alors que j'avais jamais joué au niveau. Ils demandaient que le club qui voulait me prêter, enfin qui me voulait en prêt, qu'il paye la totalité du prêt et tout ça. Enfin, c'était vraiment laborieux, c'était une pagaille énorme. Du coup, j'ai été à la cave pendant au moins 2 ans et demi. Je me suis aussi blessé au genou. Il y avait plus rien qu'à aller à la fin. Du coup, en juin, je me suis dit, allez, je m'en vais, sans rancune. Je vais sûrement être dans un niveau inférieur. C'était même une certitude. J'avais pas beaucoup joué l'année dernière en réserve parce que j'étais aussi indésirable. Mais voilà. Pour essayer d'être objectif, je pense que Monaco, c'est un des meilleurs centres de formation du monde. On a des infrastructures de fou, des coachs diplômés, talentueux. Voilà, en Youth League, on n'est jamais ridicule, loin de là. En Gambardella, on gagne souvent, on l'a pu le voir encore. On est souvent champion de notre poule en championnat. Donc voilà, je pense que Monaco, c'est un des meilleurs centres de formation du monde. Mais après, au moment où il te propose professionnel, il faut vraiment être sûr de soi et il faut prendre en considération beaucoup de choses. Par exemple, moi, je sais que j'étais dans le plan de Jardim pendant 2 mois et demi, parce que j'avais fait la reprise avec eux. Ça se passait très très bien et tout ça. Puis le dernier jour du mercato, ils ont signé un latéral gauche à 10 millions, Arthur Zagré, qui au final avait jamais joué. Donc, enfin voilà, Monaco c'est particulier. Bien sûr que j'ai des regrets, mais bon, je sais où je vais arriver. Et voilà, c'est comme ça, c'est le football. De toute façon, l'herbe elle est toujours plus verte ailleurs. Donc voilà, il faut juste accepter l'échec. Et voilà, bien sûr que ça m'a forgé aussi. Donc voilà, je remercie l'AS Monaco pour toutes les années que j'ai passées là-bas. Et voilà, c'est comme ça, sans rancune. Et justement, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que t'en sors grandi de de cette expérience? Est-ce que tu sens que mentalement, c'était une étape qui t'a fait évoluer? Et peut-être que sur cette période de 2 ans et demi, t'as peut-être pris en maturité, peut-être pris en expérience ce qu'il te fallait justement pour enchaîner sur la suite de ta carrière. Ouais, bah en fait, bah, au moment où j'ai senti que le club comptait plus sur moi, mais qu'il voulait pas me libérer, j'ai senti que là, le calvaire allait commencer. Ça a duré très longtemps. Mais bon, dans les moments comme ça, c'est là où on voit les hommes forts. Du coup, mentalement, j'étais plus que blindé. Il peut plus rien m'arriver avec tout ce qu'ils m'ont fait. J'ai eu une blessure au genou. J'ai été éloigné 5 mois des terrains. Donc, mentalement, tu cogites. Tu te dis quand est-ce que ça va te sourire, quand est-ce que ça va te sourire et tout ça. Après, voilà, ouais, non, sincèrement, mentalement, je suis prêt. Je suis prêt à tout ce qui peut se passer maintenant avec ce que j'ai vécu à Monaco. Bien sûr que j'en ressors plus que gagnant. Même si footballistiquement, pendant 2 3 ans, ça a été un peu le néant, honnêtement. Mais non, mentalement, physiquement, psychologiquement, c'était une mission. On va dire que j'ai surpassé cette épreuve. Et voilà, et cette année, voilà, je l'ai senti, un nouvel environnement, un nouveau club. Et voilà, j'ai fait une top saison. Donc voilà, je suis très content. Et justement, tu as rejoint Sedan en national. Est-ce que tu avais d'autres propositions? Et si oui, qu'est-ce qui t'a amené vers Sedan? Qu'est-ce qui t'a convaincu dans le projet de Sedan? Bah du coup, en fait, bah, déjà fin avril de la saison dernière, bah, le club m'annonce qu'ils ne garderont pas. Bon, aucune surprise, hein, je le savais. De toute façon, moi aussi, honnêtement, enfin, je voulais mettre fin à tout ça. Du coup, j'ai commencé à faire quelques essais dans des clubs de Ligue 2. Ça se passait bien. Le problème, c'est que voilà, niveau financier, c'était pas top. J'avais non plus aucune garantie de jouer puisque j'avais fait que 12 matchs en National 2. Même si j'avais fait des très bons matchs, j'avais peu joué. Donc, c'est dur pour un club de se positionner sur un joueur qui a 22 ans, en réserve, qui joue même pas toute l'année. Puis mon agent, il m'appelle et il me dit, écoute, j'ai un club en national qui est très intéressé, qui vont te donner ta chance toute l'année. C'est un top club historiquement et tout ça. Et il me dit Sedan. Et bon, c'est vrai qu'historiquement, je connaissais, mais bon, après, j'avais suivi le dépôt de bilan et la descente aux enfers et tout ça. Et je me suis dit, bon. Et j'ai eu le coach, j'ai eu le directeur sportif et franchement, j'ai senti vraiment le fait qu'il me voulait. Et ça faisait des années que des gens me voulaient pas, quoi. Enfin, tout le monde parlait de moi pour X ou Y raison, mais là, j'ai vraiment senti un intérêt concret. Ça m'a fait plaisir. Et franchement, j'ai foncé. De toute façon, honnêtement, c'était soit ça, soit j'allais être dans un groupe de Ligue 2, 100 temps de jeu et tout ça. Donc, il n'y avait aucun intérêt. Je me suis dit, autant repartir de plus bas pour après
retrouver un très bon projet parce que je savais qu'en national, il y avait de la visibilité. Ouais. Et, et du coup, Monaco-Sedan, en termes d'environnement, c'est très différent. J'imagine que ça t'a changé pour toi qui as connu quand même que Monaco depuis tout jeune. Ouais, c'est vrai que bah, franchement, c'est le jour et la nuit, hein. Voilà, Monaco, plage, bateau, voiture et tout le tralala. Puis tu arrives à Sedan et c'est tout le contraire. Franchement, ici, en fait, c'est la réalité ici, en fait. C'est pas Monaco ou c'est Munich, tout ça. Ici, c'est la réalité. Voilà, la vie, elle est dure en ce moment et vraiment le club de Sedan, la ville, ça reflète tout ça, quoi. C'est le vrai, le travail. Et voilà, franchement, je suis très content. Hormis la météo qui est pas top, où c'est vrai qu'il pleut souvent, il fait souvent froid. Mais sinon, honnêtement, je suis tellement content de la saison que j'ai passée parce que j'ai pris conscience de certaines choses quand tu es tout seul. Parce que maintenant, voilà, j'étais souvent aussi à côté de ma famille et là, être seul, loin, tu prends conscience de certaines choses, de l'importance des choses aussi. Et voilà, alors bien sûr que ça a fait un changement radical, mais j'en sors aussi gagnant. Voilà, j'essaie toujours de trouver la solution pour que ça m'apporte dans la vie de footballeur ou en dehors. Et cette année à Sedan, on m'a donné énormément d'amour, que ce soit les supporters, le club, les joueurs. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Ça faisait très longtemps que j'avais pas ce sentiment d'être aimé comme ça. Donc j'imagine que tu as pris en confiance parce que c'est vrai que tu as connu une période plus difficile et que là, de retrouver du temps de jeu, de la régularité et puis aussi des bonnes performances, c'est vrai que ça doit jouer aussi dans ta confiance. Et qu'est-ce que ça t'a apporté aussi cette saison pleine en national footballistiquement? Qu'est-ce que tu as pu développer cette saison, les points sur lesquels tu sens que tu as progressé, le fait de jouer une saison complète? Bah déjà, je pense que j'ai beaucoup progressé défensivement parce que bah évidemment moi j'étais formé un peu à la monégasque, c'est-à-dire les latéraux ils font que d'attaquer et ça centre et ça dribble et tout ça. Et quand je suis arrivé, pas du tout. Il fallait d'abord être défenseur. Donc ça, franchement, sur l'aspect défensif, je pense que j'ai bien progressé cette année. Puis même si j'ai 23 ans, je suis souvent le plus jeune sur le terrain parce qu'en national, voilà, beaucoup de joueurs qui ont 25, 26, 27 ans, qui ont eu des choix de carrière compliqués. Sinon, il y a des joueurs qui sont en fin de carrière, 31, 32. Donc voilà, souvent en match, j'étais le plus jeune sur le terrain. Donc bien sûr que tu apprends déjà au niveau de l'expérience, un peu de la malice. Ensuite, qu'est-ce que j'ai appris d'autre et voilà, et j'ai surtout enchaîné les matchs. Et ça m'avait manqué. J'ai regardé un peu ma dernière saison où j'étais à plus de 25 matchs. C'était en 2018-2019. Donc voilà, le temps de jeu, c'était le plus important, chose faite. Et voilà, et plus tu as du temps de jeu, plus tu as de la confiance. Et plus tu as de la confiance, plus tu fais des choses, de très belles choses sur le terrain. Donc voilà, j'ai retrouvé des sensations que j'avais pas vues depuis très longtemps. Et puis voilà, je pense que c'est vraiment les choses où j'ai vraiment progressé sur cette année, sur cette saison, c'est ça. Ouais. Donc toi, ton poste de prédilection, c'est latéral gauche. Mais si je dis pas de bêtises, cette année, tu as joué principalement latéral gauche, mais tu as aussi évolué dans une défense à 5 en tant que piston à certains moments. Qu'est-ce que tu penses de cette polyvalence déjà? Et est-ce qu'il y a une position dans laquelle tu es le plus à l'aise? Ouais, déjà, moi, je suis beaucoup plus à l'aise à 4 derrière, en latéral gauche, parce que, D'accord. en fait, j'aime bien partir de plus bas, parce que je suis beaucoup un joueur de combinaison aussi. Et quand j'ai un ailier devant moi, c'est vrai que j'arrive plus facilement à éliminer et à faire des différences. Et ensuite, je pense que à 5, il faut avoir un gros bagage physique, il faut être beaucoup athlétique, il faut être endurant. Ça, c'est pas trop un problème en soi, parce que c'est une de mes qualités. Mais voilà, en fait, la difficulté quand tu es à 5, c'est que tu te retrouves souvent seul dans le couloir. Et pour combiner, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, sinon, je pense que défensivement, on va dire que c'est les mêmes bases, hein. Bien défendre dans le couloir, c'est important. Donc voilà, je pense que là, je me préfère à 4. Mais je sais qu'à 5, je vais plus attaquer. Donc c'est un peu compliqué à juger. Mais si je devais faire un choix, je serais plus à l'aise à 4, ouais, c'est sûr. Et tout à l'heure, tu disais aussi que en Youth League, tu avais dépanné au poste de défenseur central. Éventuellement, défenseur central gauche, c'est aussi un poste dans un système A5 où tu peux peut-être te retrouver, non? Avec tes qualités défensives. Ouais, c'est vrai que défensivement, je suis quand même vraiment pas mal en 1 contre 1 dans la lecture de jeu, sur les tacles et sur l'anticipation. Je suis vraiment un bon joueur sur ça. Mais après, je pense que pour le haut niveau, voilà, je fais qu'un mètre 80 en tant que défenseur central, ça peut être un peu limite. Mais bien sûr que je peux dépanner, hein. Je suis un joueur qui m'adapte à toute situation.
Mais ouais, voilà. Après, je reste quand même un joueur de côté parce que j'aime beaucoup attaquer. Je suis porté beaucoup vers l'avant, donc voilà. Mentalité monégasque, quoi. Formation monégasque. Donc, donc cette saison, Sedan fait plutôt une bonne saison en national, largement maintenue. Malheureusement, il y aura a priori pas de montée en fin de saison. C'est quoi la suite pour toi? Comment t'envisages la suite sans te demander de rentrer dans les détails des négociations, tout ça? Comment t'envisages la suite à court, moyen terme? Bah alors déjà moi pour savoir c'est que bah je me suis engagé 2 ans avec Sedan, mais voilà il y a eu une discussion en amont, c'est-à-dire que on savait très bien que si j'étais performant et que si le club faisait une bonne saison, bah je partirais en fin de saison parce que voilà j'ai 23 ans, mais j'ai quand même un bon bagage derrière moi et je pense que ça m'aide à avoir les sollicitations que j'ai aujourd'hui parce que les gens m'ont suivi pendant très longtemps. Et voilà, maintenant j'ai fait une saison en nationale. Pour moi, elle s'est plutôt très bien passée. Je pense que j'ai fait une très bonne saison pour ma première saison en nationale. Et concernant le club, bah voilà, on avait commencé le championnat d'une manière catastrophique, hein. On était dernier avec 2 points en 8 journées. Puis voilà, on a fait une belle remontée. On va essayer de jouer la 5e place à fond. Bien sûr qu'on peut pas monter parce que je pense qu'à des moments clés cette saison, on s'est loupé. Il faut être honnête, hein. Voilà, il y a des journées où on pouvait revenir à 3 points du premier et on a foiré. Donc voilà, c'est comme ça. C'est un championnat qui est très très dur. Mais voilà, tout le monde était au courant que voilà, au bout de la première partie de saison, si ça se passait très bien, bah, je serais plus du CSS à l'année prochaine. Mais bon, je vais essayer de rester concentré car il reste encore 2 matchs et il faut qu'on finisse bien. Mais voilà, c'est beaucoup de gens savent que l'année prochaine je serai pas là et je serai au-dessus. Après, je peux pas dire encore où car j'ai beaucoup de sollicitations. Avec mon agent, on est en négociation avec plusieurs clubs, donc voilà, c'est aussi important que je fasse le bon choix car voilà, j'ai perdu beaucoup de temps à Monaco, ça a été une désillusion totale. Donc là, je pense que je vais faire mon comeback dans le monde professionnel et il faut vraiment que ce soit une bonne décision parce que j'ai perdu déjà beaucoup de temps et si je veux arriver là où j'espère aller, il faut plus perdre la moindre année, c'est plus possible. Voilà, je vais avoir 24 ans en juillet, je peux pas me permettre de perdre encore 1 an ou 2 pour des choix de carrière, des mauvais choix de carrière, quoi. Bah, très bien, très bien. On s'approche de la fin de l'interview. Donc moi, ça y est, j'ai posé les questions que j'avais à te poser. Je vais te laisser conclure. Si tu as un mot à rajouter, peu importe, quoi, tout ce que tu veux, je t'écoute, la parole est à toi. Bah écoute, déjà je tiens à te remercier pour le petit interview. Franchement, c'était sympa. Ça a fait plaisir de parler de bons souvenirs. Et voilà, hein, franchement, que de la force et que de la réussite pour tes projets personnels. Et voilà, et je vais continuer à te suivre et on se tient au courant. Et si tu veux un maillot pour le prochain club où je signe, bah, je te l'envoie avec plaisir. Voilà, tout simplement. Eh ben, avec grand plaisir. Je veux carrément. Je suis trop chaud. Merci beaucoup. Eh ben, un immense merci à toi pour cet entretien. C'était vraiment top. Et un grand merci à vous tous aussi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à vivre cet entretien avec Amilcar Silva. N'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à liker et on se dit à très vite pour d'autres vidéos, d'autres interviews avec d'autres joueurs et à très vite. Ciao.